Démocratie pour la RDC. Dans cette vidéo, je vais vous parler effectivement de la démocratie. La démocratie en RDC, du mot démocratie en fait, comment est-ce que nous percevons la démocratie et comment est-ce que nous l'interprétons de différentes manières. Encore une fois, c'est un point de vue personnel que je partage. Je ne suis pas là pour en dire que c'est une science, mais c'est une manière de voir les choses et qui pourrait apporter du lot au moulin par rapport à ce qu'on voit dans notre pays. Alors aujourd'hui, depuis 1960, donc nous sommes plus ou moins dans une république. Je dis bien plus ou moins parce que vous comprenez pourquoi. Nous réclamons le mot démocratie, nous l'entendons souvent. Démocratie, 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 démocratie. Bien. Mais là, nous venons de vivre le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et nous voyons sincèrement la démocratie, où est-ce qu'elle amène. La démocratie, ce qu'elle demande comme joute. La démocratie opérationnelle et comment elle se fait. En fait, nous avons un exemple de ce que la France peut faire de meilleur en termes de joute démocratique. Alors, maintenant, quand on regarde ça, on regarde la démocratie, donc là, je suis en train de vous parler, je suis aux États-Unis, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, est l'un des pays les plus démocratiques au monde, pays cité en exemple. Donc, ce mot démocratie qui nous a été amené par l'Occident est quelque chose, est un mot qui montre en fait la façon, notre manière de vouloir partager le pouvoir et la conception qu'on se fait du pouvoir. C'est vrai que c'est une conception qui vient de l'étranger, c'est vrai que c'est une conception qui, au niveau de l'État moderne, a été structurée par des intellectuels et des littéraires et des savants venant d'autres pays, mais nous l'avons adopté comme mode de gouvernance, nous l'avons adopté comme mode organisationnel de partage de pouvoir, et ça c'est très important parce que nous vivons notre démocratie à nous à travers nos propres prismes culturels, sociaux, nos propres prismes économiques, nos propres prismes entre guillemets, je dirais même historiques et ethniques. Donc nous la vivons, cette démocratie. Mais alors, donc cette démocratie a plusieurs formes. Ce que j'aimerais ici, la question que je vais me poser, que je me pose toujours, c'est est-ce que, en fait, bon, à l'époque, le président Chirac en France avait donné un avis là-dessus qui était un avis très tranché en disant l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie. Sarkozy avait sorti la fameuse phrase en disant que l'Afrique avait raté son rendez-vous avec l'histoire. Enfin bref, des assertions ici et là qui n'ont pas plu aux Africains, avec raison d'ailleurs, mais qui montrent en façon que nous avons du mal réellement, nous avons eu du mal et nous continuons à avoir du mal à aller vers la démocratie telle que nous l'entendons de manière que je qualifierais de moderne. La question que je vais me poser, c'est est-ce que, question principale, c'est vrai que depuis 1960 nous parlons de démocratie, nous détestons les régimes autoritaires, nous détestons les régimes qui sont en dehors de la démocratie, on adule les pouvoirs enfin les organisations de conquête de pouvoir qui donnent une place forte à l'individu, à l'expression personnelle, ce qui est tout à fait normal, hein, ça rentre dans la tradition judéo-chrétienne, mais toujours est-il que aujourd'hui je me pose la question. Moi je me pose la question en tant que Congolais, je me pose la question, est-ce que nous sommes réellement adaptés à cette démocratie? Est-ce que cette démocratie a des ancrages culturels, sociologiques, ethniques chez nous, qui permet à ce qu'effectivement, quand je ferme les yeux, que je suis Congolais, que je parle de démocratie, et que je l'intègre véritablement comme mode de vie, comme mode, entre guillemets, de transposition obligatoire de l'idée de l'État que je me fais, de l'idée de la République que je me fais, de l'idée du vivre ensemble que je me fais entre Congolais et puis surtout entre les 400 tribus qui composent la RDC. Alors, la question c'est de dire, ok, est-ce que nous avons réussi en démocratie? Oui, nous avons eu quelques réussites par rapport à d'autres pays, mais nous avons eu aussi des échecs. Est-ce qu'il faut continuer avec les démocraties?
Oui, on peut continuer avec la démocratie, mais attention, la démocratie peut se faire à plusieurs étages. On n'est pas forcément obligé de faire la démocratie telle qu'on le fait maintenant, mais on peut l'organiser de manière différente à plusieurs étages. Est-ce qu'il faut absolument éliminer la démocratie? Non. L'idée ici n'est pas de dire on ne veut pas de démocratie. L'idée ici, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle s'adapte réellement à nous-mêmes et qu'elle corresponde exactement à notre moi. Quand je regarde sur le terrain, quand je regarde en fait les politiques, quand je regarde ceux qui sont gouvernés, les citoyens, j'ai pas l'impression véritablement que la notion de démocratie, la notion de partage, la notion de tolérance est quelque chose qui est ancré en nous. C'est vrai, il faut qu'on puisse nous le dire véritablement. Quand on regarde les actualités, quand on regarde les faits divers, on comprend très bien que c'est pour ou contre. Il n'y a pas de juste milieu. Très, très rarement, il y a du juste milieu. Moi, je me pose toujours la question, je me dis, est-ce que la démocratie telle que nous l'entendons avec la constitution que nous avons est réellement en accord avec ce que nous sommes? En accord avec ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes des Africains, pour la plupart. Nous sommes bantous en RDC. Et nous avons un mode de gestion bantou, traditionnel, qui en fait est un mode très, je dirais, très traditionnel de gérer le pouvoir, avec un partage de pouvoir, bon ou mauvais, mais qui est un partage de pouvoir que nous avons exercé pendant plus de 2000 ans. Quand le blanc est venu, le colon est venu nous trouver avec ce mode de transfert de pouvoir, qui nous a transcendés pendant des millénaires, et que nous exerçons encore aujourd'hui dans les sociétés traditionnelles. Alors, j'ai exposé ces idées à certaines personnes qui ont rigolé en disant « Albert, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux repartir à la société traditionnelle ?» avec un peu un dédain de ce que nous sommes. Je pense que effectivement l'Occident a réussi à nous mettre un virus dans la tête qui nous interdit de regarder véritablement verticalement ce que nous sommes et ce que nous représentons et comment notre cosmogonie bantou regarde l'aspect démocratique. Cosmogonie bantou traduit en fait le transfert de pouvoir d'un chef à un autre de manière entre guillemets de manière apaisée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, à mon avis. Je donne un exemple. Enfin, un exemple, ça se vit aujourd'hui. C'est que dans la société démocratique, dans la société plutôt traditionnelle, quand on a un chef traditionnel, qui est un chef de village ou un chef de groupement de village, alors, ce chef-là, c'est un chef, à supposer qu'il est déjà au pouvoir, c'est un chef, quand il arrive au pouvoir, il essaye, dans la manière du possible, de tisser une alliance avec l'ensemble des quatre coins de son territoire. Les quatre coins Alors, cette alliance, c'est une alliance sanguine. Donc, effectivement, derrière, s'il n'a pas une femme de tel bord, ou de telle ethnie, ou de telle ethnie, on va lui présenter ces femmes-là pour qu'il puisse avoir une progéniture avec ses enfants et qu'il puisse, entre guillemets, avoir un contrat qui est un contrat sanguin avec l'ensemble des grands groupements de sa population pour qu'effectivement, derrière, ce chef soit ressenti comme chef de tout le monde. Et ça, c'est tout à fait bantou. Quand on a un chef qui vient d'être voté, qui passe au pouvoir, qui devient président de la République en RDC, le réflexe du Congolais en général, c'est de dire est-ce que j'ai un lien sanguin avec ce chef ou pas? Si j'ai pas de lien sanguin direct, est-ce que j'ai un lien sanguin par alliance avec ce chef ou pas? Si j'ai pas de lien sanguin en direct par alliance, je vais chercher est-ce que j'ai un lien d'amitié qui lui a un lien sanguin ou d'alliance ou directement avec ce chef ou pas pour se rapprocher du chef. Donc en d'autres termes, chaque fois qu'il y a un chef qui arrive en RDC, un chef d'État, très généralement, le bantou se pose la question, quel est le lien sanguin, le lien de sang, qui me lie avec la personne
qui est à la tête du pays. Donc c'est dire que psychologiquement, nous sommes, nous, Bantous, liés par le sang, d'une certaine manière, même si on le refute, même si on dit ouais bon, moi je suis démocrate, mais en tant que Bantou, si vous parlez une langue vernaculaire locale, si vous êtes réellement une personne qui touche un peu à la tradition, bah, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est comme ça qu'on entrevoit le pouvoir. Celui qui est au pouvoir, on s'attend d'une certaine manière à ce qu'il soit lié avec nous par un lien naturel qui est normalement un lien sanguin, ok. Et c'est comme ça en fait que, de manière très imagée, nous projetons le pouvoir. Ça c'est la première chose. Donc dans la société traditionnelle, le chef, quand il venait, même s'il n'était d'une ethnie ou de 2 ethnies ou de 3 ethnies, s'il y avait 10 ethnies ou 15 ethnies, ben, ce chef se faisait l'effort de pouvoir épouser les femmes de ces ethnies, tant est que c'était possible, de manière à ce qu'effectivement qu'il y ait une progéniture qui soit liée, qu'on ait des alliances de sang avec ces ethnies pour composer réellement en fait un groupement homogène ou un royaume homogène ou un chef d'ethnie homogène. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit dans la société traditionnelle, c'est que effectivement derrière, on a un peu comme un conseil de sages qui regroupe. Le conseil de sages regroupe en fait l'ensemble des responsables des ethnies en présence, donc qui en fait font partie de l'équipe dirigeante en fait du village ou du groupement ou du royaume en tant que tel, si c'est un grand royaume. Effectivement, ben, il y a les représentants, je dis bien toujours sanguins, ok, des représentants sanguins, des chefs ethniques qui sont dans le Conseil des sages. Et ce Conseil des sages rapporte directement, effectivement, au roi ou au chef du village ou au chef des groupements des villages, qui lui, en fait, entre guillemets, a le dernier mot. D'une certaine manière. Mais ce dernier mot est apaisé par le fait qu'il a une manière de trancher, qui est une manière de trancher normalement très équitable, parce que il est lié par alliance avec l'ensemble, plus ou moins avec l'ensemble de son territoire par les femmes qu'il a et par les enfants qu'il a. Donc ça montre à façon comment est-ce que le chef en fait s'intègre à une population et comment cette population est intégrée par le chef et comment il y a match entre la population qui reconnaît au chef la légitimité, parce que ce chef-là représente effectivement quelqu'un qui porte leurs intérêts par le lien. Et c'est quelque chose dans notre cosmogonie qui est très très forte et qui reste encore aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, je viens vous dire, quand un chef d'État arrive, un nouveau chef d'État arrive, on se pose toujours la question, quel lien j'ai avec lui? Donc, et ça, c'est systématique. Quel lien j'ai avec lui? Alors, un autre élément que je vais rajouter à ça, c'est que dans les passations de pouvoir, quand un chef meurt, je parle de manière générale, à quelques exceptions près. Alors, la transmission du pouvoir est une transmission héréditaire, effectivement, verticale ou horizontale. Donc ça veut dire, en d'autres termes, verticale, c'est un peu la transmission de pouvoir qu'on a en Angleterre avec la reine d'Angleterre, qui transmet automatiquement son pouvoir à son descendant direct. Mais attention, dans notre société traditionnelle, il y a effectivement des passations de pouvoir qui sont des passations de pouvoir aussi horizontales. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est le petit frère qui peut prendre le pouvoir, c'est l'enfant du petit frère qui peut prendre le pouvoir. Voilà, donc c'est pas forcément la descendance directe qui est prendre le pouvoir, et c'est pas forcément le fils aîné qui peut prendre le pouvoir, c'est le deuxième fils ou le troisième fils. C'est vrai que cela avait mené à beaucoup de problèmes par le passé, et même jusqu'aujourd'hui, dans certaines transmissions de pouvoir, parce qu'effectivement, il y a des tensions entre les différentes ethnies, mais dans les groupements les plus apaisés, ce qui se passait, c'est que effectivement, chaque ethnie savait plus ou moins que quand le chef n'est plus, c'est le descendant du chef de telle branche qui normalement va prendre le relais, et ainsi de suite. Et de manière apaisée, le pouvoir se passait plus ou moins,
Et on savait que effectivement, si le chef avait un enfant qui était un enfant de tel lié avec une femme de telle ethnie qui n'avait pas encore pris le pouvoir, la transmission se faisait par cette ethnie-là pour avoir un apaisement, faire en sorte que effectivement cette ethnie, par cet enfant, puisse en fait se sentir représentée et diriger l'ensemble de la communauté. Et donc, je vais succinctement sur l'organisation du pouvoir dans la société traditionnelle. Donc, il y avait le Conseil des sages, et dans ce Conseil des sages, on avait les représentants effectivement des ethnies, mais dans ces représentants des ethnies, il y avait plusieurs échelons. Et au-dessus de ce Conseil des sages, il y avait effectivement les chefs véritablement des ethnies qui étaient seuls, face à leur souverain ou face à leur chef de groupement et donc ce chef traditionnel et donc ces chefs d'ethnie c'était eux qui entre guillemets représentaient, allez je caricature un peu, le Sénat. Donc on avait un Sénat qui était représenté par les chefs individuellement pris de chaque ethnie. On avait un parlement avec les représentants des ethnies et des différentes branches des ethnies qui étaient dans ce parlement-là. Et voilà, et ça marchait comme ça avec l'exécutif qui était le chef traditionnel et directement l'ensemble des chefs des ethnies, dans lesquels on pouvait prendre un premier ministre, dans lesquels on avait tous les ministres de la Défense, les ministres de ceci, les ministres de cela. Donc voilà. En gros, voilà un peu notre organisation traditionnelle. Là, je caricature un peu. Maintenant, quand on regarde en fait ce qui se passe au niveau de notre État moderne, on voit très bien effectivement derrière que nous avons une organisation démocratique entre guillemets, avec un chef qu'on a choisi, au petit bonheur la chance, et qu'on retrouve et on se dit tout le monde doit composer avec parce que c'est le chef et ainsi de suite. Et donc quelque part j'ai l'impression que j'ai surtout quand je voyage dans les différents groupements où je suis en province, l'impression que j'ai c'est que ce chef n'est pas senti véritablement comme étant le chef de tout le monde, c'est le chef de la capitale, c'est le chef de c'est le chef de telle tribu, c'est le chef de... Il n'y a pas cette assertion bantou de se dire, oui, nous l'acceptons en tant que tel parce que c'est le chef qui a été voté à la majorité et que c'est ce chef-là que nous acceptons. Et cela même dans les villes, certaines fois. Alors maintenant, en voyant ça, je me pose la question, je me dis, est-ce que l'organisation, le choix des chefs que nous faisons, est-ce que c'est un choix qui correspond réellement à ce que nous sommes et qui correspond réellement à notre propre manière de représenter ce qu'est un chef véritablement qui représente tout le monde. Et ça, c'est une question. Et la deuxième question que je me pose aussi, je me dis, à cette allure, est-ce que nous aurons demain un chef qui pourrait venir du Congo central et qui pourrait être le chef le président de la République. Oui, on pourra me dire Kasavubu était là, mais Kasavubu était là par des faits politiques et des faits historiques qui ont avantagé le fait que Kasavubu soit là. C'était vraiment en fait un coup d'opportunité. Mais maintenant, avec notre État tel que nous sommes en train de partir, et dans lequel nous voulons effectivement qu'il y ait un vote au suffrage direct, on se pose la question, je me pose la question, est-ce que un jour, le Congo central pourrait avoir un représentant chef de l'État? Et moi, avec une famille qui a des liens de parenté, et qui a épousé au Congo central, je me sens concerné. Je me dis, mais quand est-ce que un jour, eux peuvent se dire que demain, ils pourraient avoir quelqu'un qui pourrait les représenter? Alors certaines personnes diront, oui, mais ils n'ont pas besoin de penser ça, de toute façon, ils n'ont qu'à suivre. Oui, d'accord, mais ce que je ne souhaite pas, c'est que dans 20 ans, dans 30 ans, et que le Congo central puisse se dire, écoutez, moi, de toute façon, je n'ai jamais été au pouvoir, on m'a jamais rien donné, bon, moi, j'ai envie de suivre ma voie. Je parle du Congo central, mais je peux parler aussi d'autres contrées. Je peux dire, le Maniema, demain, le Maniema peut se dire, quand est-ce que moi, je pourrais avoir un représentant véritablement à la tête du pays, et quand est-ce que ce représentant arrivera? C'est une question. Alors, oui, il y a des politiques du Maniema, il y a des politiques du Congo central, il y a des politiques de la province orientale, il y a des politiques... Bon. Mais
il y a effectivement derrière des questions fondamentales que ces groupes, que ces provinces se posent. Aujourd'hui, on est 26. C'est encore plus compliqué. Je pense qu'on doit regarder comment est-ce que la transmission du pouvoir chez nous peut se faire de manière, entre guillemets, pacifiée, mais avec un ordre. Je me pose ces questions, je me dis, est-ce que la démocratie, est-ce que la constitution que nous avons adoptée correspond réellement à l'entendement que nous avons de la représentation du pouvoir et de la passation du pouvoir que nous souhaitions avoir? Ça, c'est une question. Je me la pose et je suis certain que beaucoup se la posent. Aujourd'hui, quand nous avons un chef, il est du Katanga. Les Katangais sont bien. Alors, il est du Kasaï. Alors les Kasaïens sont bien, ils sont au pouvoir. Mais quand est-ce que les Congos central ils seront au pouvoir aussi un jour? On dira oui, quand est-ce que le Congo central est au pouvoir? Je ne pense pas que quand Savubu était là, c'était aussi ethnisé, qu'on avait des gens du Congo central qui étaient partout. Non, à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, c'était un peu différent. Mais maintenant, quand quelqu'un arrive, il arrive avec toute sa tribu. Et c'est pas normal. Il arrive avec toute sa tribu. C'est pas normal, mais en même temps, c'est accepté. En même temps, c'est perçu comme pas mauvais. Donc ça veut dire que nous sommes dans une dichotomie où on se dit oui, c'est légitime de le faire, où on se dit mais non, finalement, c'est pas légitime de le faire. Ou alors on se dit ok, c'est pas légitime de le faire, mais on peut le faire à quel niveau? Qui met le curseur? Qui accepte que le curseur se trouve à tel endroit, à tel autre ou à tel autre? J'arrive au pouvoir, tout à fait normal, je suis chef de l'État, tout à fait normal, je peux prendre mes cousins, je peux prendre mes frères de ma tribu, je peux les avoir avec moi, je peux aussi composer avec les autres tribus. Bon, est-ce que dans notre constitution, c'est légiféré? À ce que je sache, non. Est-ce que dans les lois que nous avons, c'est réellement statué? Vous faites un cabinet des ministres, vous faites un cabinet, et que dans ce cabinet-là, vous devez avoir toutes les régions représentées? Non. Donc, chacun le fait librement. Et donc, si chacun le fait librement, que la loi l'autorise à le faire librement, donc il a le droit de le faire. Donc, on ne peut pas jeter la pierre sur quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas du tout condamné par la loi. Mais maintenant, réfléchissons différemment. Si nous mettons en place un système qui permette effectivement de réguler cela et de faire en sorte que les personnes soient, entre guillemets, autorisées à prendre à choisir qui ils veulent travailler avec eux, mais sous un régime plutôt équilibré et équilibré par les lois. Et ça serait pour moi la meilleure alternative, parce que aujourd'hui, on ne peut pas condamner quelqu'un d'avoir pris ses frères, ses cousins et travaillé avec, alors que la loi ne le condamne pas. Parce que les cousins, les frères, ce sont bien des Congolais. Donc, oui, on va louer celui qui va composer avec plus d'ethnie autour de lui. On va condamner verbalement, bien sûr, celui qui aura effectivement, qui sera monocouleur autour de lui, sur le plan ethnique, mais on ne peut pas l'attaquer en justice. On ne peut pas dire que cette personne agit contre la loi, parce que la loi ne le dit pas. Et la loi ne le condamne pas. Donc maintenant, pensons différemment. Je me dis, dans un monde sans frottement, imaginons, et là, effectivement, j'aurai des critiques, parce que je vois une voix que les Congolais n'aiment pas. De manière générale, se projeter dans un autre modèle, c'est un peu la peur du vide ou le syndrome de la page blanche, et très généralement, les gens se rébiffent. Allez, je me plonge. Nous avons, en fait, un État, dans un monde sans frottement, un État où chaque région, imaginons chaque région, chaque grande région, ok, est programmée dans le partage du pouvoir. Nous avons une constitution qui prévoit cela. Imaginons, chaque 7 ans ou chaque 10 ans, nous savons que telle région, telle région, telle région, telle région prendra le pouvoir, et ainsi de suite. Je pense qu'il y aurait peut-être un apaisement pas au niveau forcément des citadins à Kinshasa et qui connaissent les règles de la démocratie et qui savent jouer avec et qui se disent que c'est leur règle et cette règle-là doivent rester parce qu'ils sont sûrs de pouvoir y accéder. Mais je prends l'ensemble du pays, je prends les modernistes, les traditionalistes, je dis, voilà, on fait une constitution qui est une constitution de partage de pouvoir et une constitution
où chacun son tour va avoir le pouvoir de manière organisée et structurée. Ok ? Première chose. La démocratie, on l'oublie pas. Ça veut dire que chaque région, par exemple, on arrive au Congo central, on arrive dans le Kwilu, on dit, bon voilà, aujourd'hui le Kwilu c'est votre tour. On dit, bon bah le Kwilu comme c'est votre tour, ou le Grand Bandundu comme c'est votre tour, bah faites des joutes électorales au niveau local pour nous présenter 2 ou 3 têtes, ok, que nous allons nous choisir au niveau de notre Parlement. Effectivement, là, ce n'est plus l'élection directe nationale, mais c'est l'élection indirecte au niveau national, mais l'élection directe au niveau, entre guillemets, si je peux appeler ça, régional. Et donc là, au niveau régional, on peut avoir soit une élection directe, soit une élection indirecte, mais la région nous sort véritablement la personne que la région souhaite avoir, ou les personnes que la région souhaite avoir au pouvoir. On peut dire 3 personnes. Et ces 3 personnes, sont en fait envoyées au Parlement, et c'est le Parlement qui, en fait, vote parmi ces 3 personnes, la personne qu'il souhaite représenter, qui souhaite se voir représenter la RDC, ou la personne qu'il souhaite être président de la République. Et cette personne, quand elle arrive au pouvoir, cette personne-là, quand elle arrive au pouvoir, on peut demander à cette personne, et on peut légiférer ça en disant, écoutez, cher monsieur, vous êtes arrivé au pouvoir, mais vous avez comme obligation de ne pas investir chez vous, dans le Congo central, ou dans le Kwilu, ou dans le Maniema, où vous avez comme obligation, si vous voulez investir, d'investir dans une autre région qui est autre que la vôtre. Et ça, c'est très important, parce que si nous voulons composer un État, nation, nous devons nous brasser. Et la meilleure manière de se brasser, c'est d'obliger les personnes à ne pas regarder forcément leur tribu, leur lignée, mais regarder l'ensemble du pays, se dire, ok, cher monsieur, vous êtes à la tête de l'État, maintenant, chaque sou que vous allez investir, vous n'avez pas le droit d'investir chez vous, vous avez le droit d'investir ailleurs, sauf chez vous. Et en plus de ça, on vous donne le droit de pouvoir souscrire à un mariage avec, effectivement, une autre ethnie que la vôtre, obligatoirement, pour ne pas que vous soyez monocouleur. Ça veut dire que vous êtes chef de l'État. Si vous avez une femme qui n'est pas de votre ethnie, ok, fine. Si vous n'avez pas une femme qui n'est pas de votre ethnie, on vous demande de prendre une femme qui est d'une autre ethnie et de notre province, de manière à ce qu'effectivement il y ait une alliance avec une autre région, une alliance qui compose en fait la RDC telle qu'on l'entend au sens... Oui, certains diront, ouais, mais la polygamie, la polygamie elle est bantou, je suis désolé, on ne peut pas dire que la polygamie n'est pas bantou. La polygamie elle est bantou. Nous avons refusé la polygamie à cause du blanc, mais nous la faisons. Elle est opérationnelle aujourd'hui dans le pays. Nous avons nous avons des hommes qui ont 2, 3 femmes reconnues par la famille, mais non reconnues sur le statut civil. Ce qui est d'ailleurs contradictoire. Enfin, on va revenir là-dessus. Je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, de dire, écoutez, comme mon père a l'habitude de dire, le nègre c'est la personne qui fait 3 mariages qui ont des droits et des obligations parfois contradictoires. Mais pourquoi on surpose 3 mariages avec des droits et des contradictions avec des droits et des obligations contradictoires? Le jour où on a un problème, on traite ça sur quel droit? Donc, c'est un problème aussi qu'on doit résoudre. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est de dire quoi? C'est de dire que la polygamie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis dans nos sociétés traditionnelles. Et si nous voulons faire un État-nation, demain, dans 50 ans, 100 ans, nous devons nous brasser absolument. Nous devons éviter que nous ayons un chef qui ne représente que sa propre province. Dieu merci, nous avons eu des chefs par le passé, le chef actuel a une femme qui n'est pas de sa province. Dieu merci, très bien. C'est ça l'exemple, parce que une nation se fait au fur et à mesure qu'il y a réellement brassage des provinces et qu'il y a réellement un sentiment d'unité nationale à travers tous les liens sanguins que nous avons quand on regarde notre propre cosmogonie. Je donne en fait les termes au sens absolu, maintenant on peut adapter de différentes manières. Donc cette personne doit avoir une femme, ou 2 femmes, ou 3 femmes, on peut dire, ok, on va jusqu'à 4 femmes, et ces 4 femmes-là représentent les 4 coins du Congo que, monsieur, vous n'avez pas quand vous êtes arrivé au pouvoir, et vous devez effectivement faire des enfants avec ces 4 coins du Congo, pour que nous, on se sente à l'aise, et pour que, effectivement, on vous sente lié à cette terre, lié à ce sang qui est le vôtre.
Donc voilà un peu ce que je voulais lancer comme idée. Alors il y en a qui vont trouver ça sauvage en disant ouais mais là on est sauvage là. Mais non, on est sauvage par rapport à quoi? On est sauvage par rapport à nous-mêmes ou on est sauvage par rapport à l'Européen? On est sauvage par rapport à quoi? Qu'est-ce qui nous interdit de prendre nos propres traditions, de les mettre en avant et de les structurer, de les moderniser, de manière à ce que nous ne soyons pas en contradiction avec ce que nous sommes. Donc j'ouvre là une brèche de pensée, je ne dis pas que dans l'absolu c'est ce qu'on doit prendre, mais j'ouvre une brèche de pensée pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un moment il faudrait qu'on rentre en nous et qu'on se pose la question, comment est-ce que nous vivons la démocratie? Est-ce que sommes-nous démocrates chez nous, à la maison? Sommes-nous démocrates dans la rue? Sommes-nous démocrates dans nos entreprises? Pourquoi on se dit qu'il faut absolument que cette démocratie monte au niveau du pays et que nous soyons démocrates? Ça, c'est problématique. Et puis, non seulement ça, il faut se dire aussi la vérité. Nous n'avons pas un peuple, véritablement, avec une conscience démocratique, capable de pouvoir choisir au jour d'aujourd'hui le chef qu'il faut pour mener le pays à une cohésion, à un développement nécessaire. Nous avons une population qui est très généralement, comment dirais-je, pas du tout lettrée. Nous avons une population qui a une conscience très faible de l'idée de l'État, de l'administration. Nous avons une population qui a une conscience très faible, même de l'acte démocratique. Et ça, c'est réellement piégeux, parce que quand vous donnez des cartes à des gens qui n'ont pas ces idées-là, et vous dites, voilà, vous devez vous choisir un chef, ben forcément, le plus malin, ou le plus idiot, ou le plus roublard d'entre eux peut vous passer entre les mains, et arriver à la tête de l'État, et là, c'est la pyramide complètement à l'envers, et on ne sait pas où aller. Donc, nous devons, à un certain moment, et réguler cela et faire en sorte que notre constitution corresponde non seulement à nos propres convictions, mais corresponde aussi à une évolution dynamique de la société que nous voulons, une société tradie moderne, d'une certaine manière, mais qui nous oublie pas. Donc voilà un peu, je voulais ouvrir la brèche là-dessus. Il va falloir dans les prochaines années, qu'on puisse regarder quelle est la meilleure constitution pour nous, pour pouvoir effectivement créer réellement un véritable État-nation avec un partage de pouvoir apaisé, organisé et avec la prise en compte véritablement de nos propres desiderata coutumiers et de nos propres desiderata entre guillemets traditionnels que nous avons en nous, que nous portons en nous, mais que nous faisons l'effort, mais l'effort manifeste, alors un effort surmontable d'ignorer. L'Asie s'est développée parce qu'elle est revenue à ses bases. L'Europe, elle n'a pas eu à ça parce que c'est avec ses bases qu'elle s'est développée. Donc, je pense que faisons l'effort, comme les Asiatiques, de se développer sur nos propres bases de gestion de pouvoir, avec effectivement des améliorations qui tiennent compte du monde moderne dans lequel nous sommes. J'ouvre cette brèche. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de critiques, il va y avoir beaucoup de ressentis en se disant oui, mais vous revenez à la tradition, parce que dans la tradition, généralement, on la rejette. On n'aime pas notre tradition. Nous sommes l'un des seuls continents qui déteste sa propre tradition. Ça, j'ai jamais vu. Donc, je me dis que si jamais nous voulons avancer, nous devons revenir à nos traditions, nous devons reprendre quelques éléments qui ont fait de nous pendant des siècles et des siècles ce que nous sommes, et qui ont en fait travailler sur notre mindset, notre manière de nous comporter, notre manière d'être, notre manière de voir le monde et notre manière de vivre la vie et la mort. Et ça, c'est très important. Je vous remercie pour ceux qui ont apprécié cette vidéo. Merci de liker.